Et oui, mes chers amis CCE, pendant que nos invités prestigieux repartent du plateau, eh bien, nous avions envie de vous célébrer, de vous mettre à l'honneur. Vous le savez, on vous a demandé de faire une vidéo, si vous le souhaitiez, une vidéo de votre entreprise, de vos succès, de vos réalisations. Et vous avez été nombreux à nous les envoyer. Et tout de suite, on va découvrir la vidéo de Jean-Rémy Martin de la société Diogova. Jean-Rémy s'est prêté au jeu 1 minute, un succès. Il nous a envoyé cette vidéo. On la regarde. Jean-Rémy Martin, CCE, Gabon, Sao Tomé. Je dirige une entreprise agro-industrielle qui exploite 400 hectares de cacao à Sao Tomé. Et nous avons une unité de transformation qui nous permet de faire une centaine de tonnes de chocolat d'exception sous la marque Diogovas. Nous sommes dans le champ de vanille. On a fait quelques essais dans le cadre de la diversification des cultures sur la plantation. On a fait également du poivre, tout est en bio et on essaye de faire quand même des bons produits et je crois que c'est l'essentiel. Eh bien, merci beaucoup Jean-Rémy Martin pour cette vidéo très gourmande, très chocolatée. Ça fait du bien après cette table ronde, voilà, riche en échanges. Et puis, bien, je ne vais pas dire jamais 203, mais jamais un 102, puisque nous proposons de découvrir une autre vidéo, un autre talent. CCE, il s'appelle Stéphane Gontan de la société ODC Marine et on propose une immersion dans le succès de son entreprise. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues CCE. Je m'appelle Stéphane Gontan, je vous parle depuis Dalian en Chine, où j'ai créé en 2006, avec mes 2 associés français, le chantier naval ODC Marine. Chez ODC Marine, nous construisons des bateaux innovants à très faible impact environnemental, destinés au transport de personnes et de fret. Je voudrais vous présenter notre dernière réalisation remarquable, un bateau de fret rapide d'une longueur de 18 mètres, capable de transporter 10 tonnes de marchandises à 20 nœuds, avec une consommation qui divise par 2 les standards du marché. Cette performance et cette efficacité énergétique représentent une alternative aux avions pour le transport de fret dans les liaisons inter-îles. Impact environnemental réduit, avec une conception ultra optimisée par les meilleurs architectes navals français. Impact acoustique divisé par 3 grâce au savoir-faire français aéronautique que nous avons adapté. Impact environnemental réduit sur le site de production avec l'utilisation exclusive de peinture sans solvant du français Madère. ODC Marine, c'est un projet entrepreneurial parti d'un rêve de jeune diplômé en 2006. 15 ans plus tard, nous avons livré une 60aine de bateaux et nous avons mis sur le marché plusieurs innovations en première mondiale, comme des propulsions 100% électriques lithium en 2009 ou plus récemment des centrales de supervision que nous avons développées avec l'entreprise française Marinelec et qui préfigure de nos développements vers le navire autonome. Merci beaucoup Stéphane et bravo à vous et vos équipes pour ce projet inspirant. Il est l'heure de passer à notre deuxième table ronde, toujours consacrée à la responsabilité, c'est notre thématique. Aujourd'hui, cette fois-ci, avec nos invités, bien place à la décarbonation de nos industries et de nos transports et au défi de l'énergie propre. Nous devrions avoir un petit jingle. Décarboner l'industrie et les transports, relever le défi de l'énergie propre, nous y sommes. Et dans quelques instants, eh bien, nous allons recevoir sur notre plateau nos intervenants qui vont débattre sur ce sujet. Compte tenu de la taille des infrastructures que financent et exploitent les entreprises des secteurs de l'énergie, eh bien, elles ont besoin de temps
pour se transformer. Alors, quels sont les enjeux de cette transformation à marche forcée? Comment la France se positionne sur l'échiquier international? Comment les pouvoirs publics peuvent aider? Le commerce international est-il compatible avec la lutte des climats? Eh bien, avec nos invités, nous allons échanger sur toutes ces questions. Mais pour l'heure, nous allons aller à la rencontre de Ramez Nam. Il est en direct de Seattle avec nous. Ramez Nam, c'est un ingénieur informaticien de renommée. C'est un auteur de science-fiction. C'est également un auteur d'essais sur la technologie. Et aujourd'hui, eh bien, il va s'exprimer spécialement pour nous sur l'énergie et l'innovation. Hello, Ramez Nam. How are you doing? I'm doing very well, thank you. It's an honor to be here. I'm very happy to welcome you to our global convention dedicated to corporate responsibility. As I said, you're a very famous, renowned computer engineer and besides a science fiction writer and a technology essay writer. And today you are going to talk about energy and innovation. So the floor is yours, my dear Ramez. Thank you so much. It's a great honor to be with you all today, this afternoon. My name is Ramez Nam. I'm going to be talking for the next 15 minutes or so about the clean energy revolution. And I'll be sharing some slides. Let me put those on the screen for you. And really what I want to tell you is that we have an inevitable clean energy transition. And so if you want to know more about me, I am at Singular University. I'm the co-chair for energy and environment, where we talk about the use of exponential technologies like computing, AI, robotics, and clean energy, and how they can affect billions of people. And these technologies, we tend to underestimate how rapidly they will improve and how disruptive they'll be to our world. And I'm also a clean energy investor. So I spent the last decade investing in clean energy startups. So I try to bring an economic and business viewpoint to this sector, because I believe this is a gigantic opportunity where we will see many $100 billion companies formed, and even some $1 trillion companies in the sector, because we are in the middle of a $100 trillion clean energy revolution. And it's no longer a matter of, will we do this? Will it happen? It's just a matter of how fast will it happen. But we are going to revolutionize electricity, industry, transportation, all of it over the coming decades. And what's driving that is really two factors. One of them is cost, is that these clean energy technologies are, again, exponential technologies. Like computing, they see an incredible plunge in price over time. So the last decade, here's what we've seen. More expensive than electricity from coal or gas everywhere on planet Earth. 5 years ago, they entered a second phase where they were cost competitive in the best areas, in the sunniest and windiest areas. Now they're entering a third phase where the cost of building new solar or new wind is often cheaper than continuing to operate already built fossil fuel electricity generation. We see that across all these sectors. In wind power, we've seen an incredible decline in the cost of onshore wind power over the last few decades. And now offshore wind power, which no one thought would be cost effective, in the last over 10 years, we're seeing a reduction in cost of a factor of 4. And now offshore wind auction prices in places like France, in the Dunkirk project, are cheaper than wholesale grid electricity from fossil fuels. In solar, we're seeing an incredible revolution where the cost of solar power is plunging in a way that looks almost like digital technologies. Look at the cost of solar panels, cost of solar modules per watt of power they produce. In 1975, it cost $100 per watt. Today, it costs 20 cents per watt to buy a solar panel. That's a reduction in cost of solar power by a factor of 500. And that means now, in around half of the Earth geographically, solar electricity is simply the cheapest electricity you can buy. It's going to continue to plunge in cost. We see solar electricity contracts in Europe being signed at a price that's lower than the fuel cost or the fuel going into fossil fuel power plants. And official forecasters are very conservative. And the official forecasters have not anticipated this incredible pace of technology improvement. So if you look, the International Energy Agency, this is a complicated slide, but I'll show you,
In 2010, the National Energy Agency forecast that the cost of solar would decline like this all the way out to 2050. Over 40 years, it would come down at a certain pace. Here's what actually happened. The cost of solar has declined such that it is now 50 or 100 years ahead of where the International Energy Agency, headquartered in Paris, thought it would be just 10 years ago. Solar is now the cheapest electricity on planet Earth and is getting cheaper super rapidly. And that's even before you add in new technologies like perovskite. This is a replacement for silicon. It's a clay that with less energy, less materials can be made into a solar photovoltaic, and it can convert more wavelengths of light into electricity. So it's going to make even cheaper solar electricity. So I've invested in one company in this sector, a company called Tandem PV that stacks perovskite on silicon, because these disruptive technologies are enormous. Now, of course, we're able to store this energy and able to be able to use it when the wind isn't blowing and the sun isn't shining. And energy storage is also an exponential technology. The cost of lithium-ion batteries has fallen by a factor of 10 since just 2010. 2010 feels like yesterday, but battery prices have dropped by an order of magnitude in that time. And again, the official forecaster, here's the US Department of Energy forecast. Here's what would happen to battery prices over 50 years. Here's what actually happened. So bet on the innovators and not the forecasters, because the pace of innovation is enormous. And again, this is just one technology. Here's a different battery technology for the grid. This is another portfolio company of mine, can store 12 hours of electricity. So solves the day-night problem at a cost of about 2 cents a kilowatt hour. So combine this with solar or wind, and you have electricity almost 24/7 that is cheaper than electricity from coal or gas. And this company, I first invested in them in 2015 at about a $4.3 million valuation. They're now exiting at a $1 billion valuation by a SPAC merger. So the opportunity in this sector is utterly enormous. That's electricity, but electrification of transport is also now inevitable. It is no longer a question of will we electrify transport, it's just a question of how fast. And that's because electric vehicles are destined to be cheaper than combustion engine vehicles. This is data from a company called ARK Invest, and they say if you look at the cost of electric vehicles versus the cost of, say, a Toyota Camry, formerly the best-selling car in the US, we're looking at sometime in the next few years. I think they're a little bit optimistic, but I'd say by 2025, the cost of a 400-kilometer electric vehicle will be as cheap or cheaper to purchase than the cost of a combustion engine vehicle. And that's partially because this is the entire engine and drivetrain of an electric vehicle. It has about 20 moving parts. This is the engine and drivetrain of a combustion engine vehicle. It has close to 2,000 moving parts. So as batteries drop in cost, it's obvious that the manufacturing complexity and cost of electric vehicles is just much, much lower. Electric vehicles also cost a lot less per kilometer driven because they're much more efficient. A combustion engine vehicle loses 3/4 of its energy as heat. The electric vehicle is 80% efficient, and instead of losing heat from the engine, it's got very efficient electric motors. Instead of losing energy to friction when you brake, it recaptures the energy, regenerative braking. So that means that the energy cost per kilometer is lower, and the maintenance cost is also lower. And so that means that already today, if you think of it not as a purchase price, but as the price per kilometer of a vehicle, electric vehicles are already cheaper than gasoline vehicles. They cost more to purchase, but when you add in the cost of fueling and maintaining them, they're already cheaper. And by 2030, as these technologies continue to decline, electric vehicles will be half the cost per kilometer of an internal combustion engine vehicle. 2/3 the cost to purchase, cheaper to walk away with an electric vehicle than a gasoline or diesel vehicle, and literally half the cost per kilometer driven. And that will drive tremendous switching, not just in light passenger vehicles, but commercial vehicles, heavy trucks. Amazon's invested almost $1 billion in this company, Rivian, that is electric delivery vans. And they're talking about going public very soon. Electric
Semi-tractor trailers are coming. People think we can't electrify long-range heavy-duty transport. That is false. Long-range heavy-duty transport will electrify very rapidly. It's going to start later than passenger vehicles, but because these vehicles drive so many miles, the cost per mile, the cost per kilometer advantage will be so massive that we will switch these vehicles to electric very, very rapidly. And then we'll add on to that the combination of transport as a service, mobility that we've talked about in the previous session, and autonomy, because the advances in AI are coming extremely rapidly. UBS calls this intersection of electric vehicles, services, and autonomous driving a $2 trillion opportunity. And so you see that while autonomous driving is not fully solved, it's taking longer to come to market than we thought, it is getting very, very good. This is video from a company called Zoox, maybe the number 4 and number 5 competitor in the world, acquired by Amazon for $1.4 billion. And you can see how smooth it is. AI isn't perfect yet, but just like artificial intelligence, once upon a time, couldn't beat us at checkers, then it could. Then it couldn't beat us at chess, then it could. Then it couldn't beat us at the game of Go, then it could. Artificial intelligence will eventually, in this decade, be simply better at driving than humans. It's going to save 1 million lives a year. It's going to disrupt the auto insurance industry. It's going to disrupt the auto industry in a lot of ways, because these vehicles will come to us not primarily by humans buying autonomous vehicles, but by accessing it as a service. In the suburbs of Phoenix, Arizona, in the US, anyone can use this app, Waymo, from Google or Alphabet, and summon an autonomous taxi to come pick them up. This is real world technology, and it's just going to get better and cheaper. And this will have a massive impact on mobility. If you look at the cost of an Uber or a Lyft today, half the cost is the driver. If we replace the driver with technology, the cost of technology goes to zero. We'll cut the cost per kilometer of an Uber or a Lyft or a rideshare in half. But I just told you electric is going to cut the cost in half as well. What that means is that electric autonomous taxis are going to cost a fraction, maybe 1/4 of the cost of buying and owning your own car. And so we're going to see a massive, rapid switchover. Now, I've talked about electricity and ground transport. There are still many, many hard problems. 1/4 of global carbon emissions come from agriculture and land use, cattle and deforestation. Another 1/4 come from heavy industry, things like making steel and cement and petrochemicals, an area where hydrogen is becoming extremely exciting, and the EU and Japan are leading the charge. Building heat, we have to electrify. Transport off the ground, ships and planes are still only 4% of global emissions, but rising rapidly. We will have to work on decarbonizing that. Maersk yesterday announcing that it supported a $150 a ton carbon tax for shipping and wanting to move its shipping fleet to green ammonia, meaning ammonia made from hydrogen that is made just from solar and wind, 0 carbon emissions. That is the future for shipping, and aviation will follow. We're going to solve these problems. We're going to solve these problems because the economics of clean technology are going to continue to plunge in price, and the cost of things like green hydrogen are going to plunge in price in a way similar to solar. We're also going to solve it because there's tremendous policy momentum now that's really global. In the US, a change of administration is bringing new policy momentum. And even during the Trump years, the US moved forward on policy because so much is set by the US states. 30 US states have binding clean electricity targets already. And in the infrastructure plan that I think will get passed this summer, we'll see a new electricity standard to decarbonize the electricity sector in the US, a new push on electric vehicles. The EU, the leader in decarbonization, massive policy ambition here. In December of last year, taking the decarbonization law, binding law, from a target of 40% carbon emission reductions in 2030 to 55%. And now, essentially, if Poland can be brought along, really moving towards a binding 0 carbon emissions law in 2050. I expect that to be passed in the next 1 to 2 years. And that will be a major driver of new technologies like green hydrogen for industrial uses, heavy transport, and so on. And even China surprising everyone last year with Xi Jinping announcing
that by 2060, China would be carbon neutral. We saw an incredible surge in China's deployment of solar and wind just in the last year, already the largest market, but growing incredibly rapidly in the deployment of solar, wind, and electric vehicles. Now, so I want to close with just saying, how do you take action in a sector that's being so disrupted? And I have many pieces of advice, but I'm going to give you just two. And the first piece of advice is very technical, so pay close attention. It is in this sector of rapid disruption of so many businesses, because clean energy and clean transport are just cheaper than their fossil equivalents. Keep calm and cover your you-know-what. By which I mean, if you are in any of these sectors, coal, gas, LNG, shipping, a quarter of dry bulk shipping is coal. Rails and ports, again, coal is a major component of that. LNG is a major component. Traditional automotive, where selling cars might be replaced by selling access. Auto insurance is going to go away as we move to mobility as a service and AI that cuts accidents. Real estate, where we see autonomous vehicles really changing the real estate landscape, whether it's parking or residential. The oil sector itself, hedge. You have to think very, very carefully, because all of these sectors are under massive, massive pressure. So whether it's divesting from these areas or investing in what's going to disrupt you. And that's really the second part. Invest in the future, because this is all still very, very small. I talked about the enormous power of these technologies, how their prices are coming down, but solar is still less than 3% of world electricity. Wind is 86%. So renewables are less than 10% of global electricity. Electric vehicles just this year might have reached 1% of all vehicles on the road. That means between 90 and 99% of the work we have to do hasn't happened yet. And that means that this headroom is not measured in billions or hundreds of billions or trillions. Maybe it's tens of trillions, but it really is the order of $100 trillion in new investment. This is one of the largest economic opportunities of the last century. There's many ways to invest in clean energy on a risk return spectrum, from project finance to reorganizing your own company, up to, in the upper right corner, clean tech startups. As I mentioned to you, I invest in clean energy startups. When I do so, I create syndicates, and other investors and corporates come along with me. If you're interested in investing in the future, please let me know, or I'm happy to be contacted in email and give you any advice I can on how your company can help move into this decarbonized future. And so this incredible pace of technology development, this way that clean energy technologies are headed to be inevitably cheaper than fossil technologies, and the way that that enables policymakers to move forward, and that policy then drives clean energy technology to be cheaper in that virtuous cycle, that gives me tremendous hope for the future. Thank you so much. It's been an honor to be here with you this afternoon. Thank you very much, Ramez Nam. It was very interesting indeed. Thank you. And what time is it at Seattle? It's very late, isn't it? It's 7 a.m. 7 a.m. It's okay. So, well, it's dinner time. Well, no, it's apéro time in France. You know what is apéro? Oh no, it's more. It's a petit déjeuner. Okay. It's early in the I'm morning, sorry. so Yeah, I was a little bit early or late. Well, anyway. I'll have my café soon. Yeah. So have a good café and have a good day. And thank you so much again for this, for your intervention. Thank you. Have a good day. Bye. Et alors après cette vision très intéressante de Ramez Nam, depuis Seattle en direct sur notre thématique, sur la responsabilité, la décarbonation aussi de nos industries et des transports, on va en parler. Mais avant, je vais vous proposer un zapping, celui du constat, des attentes, des innovations et des solutions sur la question. Regardez. En 1800, nous étions 900 millions d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, notre planète abrite 7,8 milliards d'habitants,
80% des ressources naturelles sont consommées par 20% de la population mondiale. Les exemples de gaspillage énergétique, on en a tout autour de nous. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des écrans publicitaires allumés dans le métro qui consomment chacun autant que de familles? Est-ce qu'on a besoin de laisser tous ces équipements électriques allumés la nuit dans les bureaux alors qu'il n'y a personne dedans? On pense plutôt que non. De petites actions au quotidien à des projets d'envergure, le développement durable est à la portée de tous et s'inscrit dans une démarche au long cours. L'énergie atomique s'avère-t-elle vraiment décarbonée? Les énergies renouvelables sont-elles en mesure de remplacer nos centrales? C'est que si on arrive à faire un tour du monde à bord d'un bateau comme ça en milieu extrême, demain on pourra adapter, appliquer à terre toutes ces technologies à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'une ville, pourquoi pas d'un pays. Dans le ferroviaire, Alstom a développé un train à hydrogène qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Jusqu'à 1,5 milliard d'euros vont être débloqués pour la recherche et développement d'ici 2022 et d'autres financements doivent suivre. Il faut aussi déployer la production d'électricité qui sera nécessaire pour alimenter cet hydrogène électrolytique à partir de l'électrolyse. Après, sur la production d'énergie renouvelable, on a un fort potentiel de développement en France qui est aujourd'hui très peu utilisé. Et donc l'idée, ça va être de les développer, pas de manière trop ambitieuse. Dans le scénario Négawatt, on ne couvre pas la France d'éoliennes, par exemple. Donc c'est pas un scénario surréaliste en termes d'évolution des moyens de production. On est sur des niveaux qui sont raisonnables. C'est juste en ayant cette action combinée à la fois sur la demande d'énergie et sur la production d'énergie qu'on arrive à aboutir à 60% renouvelable en 2050. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. On va réveiller nos invités en duplex. Voilà, mais tout de suite, je vais vous présenter ceux qui sont en plateau. Et je suis ravie de recevoir Philippe Louis Dreyfus. Bonjour. Vous êtes CCE, président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateur. Merci d'être là. Également présent, Pascal Turquetil, président, directeur général du groupe Muller. Et nous avons en duplex, nous avons Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de BPI France. Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Et j'aurais dû ouvrir, bien sûr, cette présentation en faisant honneur aux dames, en tout cas à vous. Karine Hirn, bonjour ma chère Karine. Vous êtes CCE et également cofondatrice et directrice du développement durable chez East Capital. Merci à vous tous d'être avec nous. Vous réagissez quand vous le souhaitez. Je le dis plus précisément pour nos amis qui sont en duplex. Vous prenez la parole comme vous étiez sur le plateau. Ce sera parfait. Alors, Philippe Louis Dreyfus, on a vu dans la vidéo, dans notre zapping, et puis aussi dans ce que disait Ramez Nam, que le transport maritime était polluant. C'est un petit peu à charge, d'ailleurs, ce qu'on a entendu. Moi, je suis plutôt étonnée, puisqu'on sait que ce transport maritime mondial représente finalement moins de 3%, c'est ça, des émissions globales sur la planète, pour 95% des transports commerciaux dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit, de ce constat ? Bonjour, je vous remercie d'être étonné. Certes, le transport maritime représente une grande partie de la pollution, enfin une petite partie néanmoins en volume, une grosse partie, c'est un gros pollueur, indéniablement. D'un autre côté, je voudrais quand même souligner que, d'une part, c'est un mode absolument incontournable de transport pour notre économie. Globalement, on l'a vu pendant la période du Covid, mais on a failli le voir de façon très criante si le blocus du canal de Suez il y a quelques semaines s'était prolongé. On aurait vu à ce moment-là combien l'économie mondiale aurait été totalement bloquée, ses approvisionnements, les exportations, les importations, les circulations diverses de matières premières, de produits ayant fini également. C'est aussi, ça a été rappelé, je crois, 90% des marchandises transportées dans le monde le sont par voie maritime. Donc tout ça peut expliquer que ce soit d'une certaine façon un semi-gros pollueur, ça on assume. Par contre, par rapport en relativité,
par rapport comment dire, à l'indice de pollution, je pense qu'à la tonne transportée, c'est absolument exemplaire. D'une part parce que je ne vois pas comment plus d'1,3 milliard 300 000 tonnes de marchandises diverses dans le monde pourraient être transportées. C'est sûr que les montgolfières et le vélo, c'est très bien, mais c'est très difficile de transporter 200 000 tonnes de minerais. On est d'accord, ça va être compliqué. Donc indéniablement, on a besoin du transport maritime. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire, mais beaucoup a été déjà accompli en matière de respect de l'environnement, de progrès des techniques, de progrès surtout des mentalités. Sur le plan des armateurs, j'ai été président des armateurs mondiaux, des armateurs européens, et j'ai essayé de défendre cet aspect environnemental beaucoup, avec un succès peut-être mitigé, chez certains oui en Europe, chez d'autres en Europe, dans l'Europe du Sud peut-être un peu moins, ou en Asie peut-être un peu moins. Néanmoins aujourd'hui on a une prise de conscience réelle au niveau des armateurs globaux, comme au niveau de certaines compagnies, la nôtre en particulier, on est très attentif à ces aspects depuis beaucoup d'années. Depuis longtemps, attentif et engagé. On en reparlera bien évidemment tout au long de cette heure de table ronde. Pascal Turquetil, vous représentez le groupe Muller, une entreprise familiale depuis 60 ans, un spécialiste du confort thermique. On voyait dans les slides de Ramesnam le top 5 un petit peu des problèmes qui ne sont pas encore résolus. En 1, l'agriculture et les terres bien sûr utilisées, cultivées. En 2, l'industrie. En 3, l'énergie que dégagent tous ces bâtiments. En 4, voilà, on était sur le transport maritime et aérien. Ça vous étonne, ce top 5? Vous vous sentez concerné en tant que fournisseur de confort thermique? Déjà, merci de m'avoir invité sur le plateau, plaisir. parce que je salue d'ailleurs tous les CCE qui nous écoutent aujourd'hui au niveau mondial. Bonjour à tous, et puis évidemment Alain Bentejac que j'ai vu tout à l'heure, et puis Madame Montagnier, qui sont en back-office et puis qui nous surveillent bien pour être certain qu'on ne raconte pas n'importe quoi aujourd'hui. Absolument. Puis Alain Bentejac reviendra bien sûr vous saluer, conclure cette journée. Et puis évidemment les CCE français qui nous écoutent aussi, notamment dans les Hauts-de-France et tout particulièrement en Picardie. Alors il y a beaucoup à dire sur ce qui a été présenté avant. Déjà, ce que je note, c'est l'innovation. L'innovation me semble extrêmement importante, quels que soient les sujets d'ailleurs, que ce soit avec Philippe dans le maritime. Dans mon domaine d'activité, évidemment, l'innovation est majeure. Et puis, Philippe parlait de prise de conscience, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, la prise de conscience environnementale, écologique, green, elle est mondiale. Alors, ce qu'on a vécu depuis maintenant 18 mois, presque 18 mois, avec les confinements, le Covid, n'a fait qu'accélérer ce phénomène de prise de conscience, qu'il soit auprès du citoyen, on parle d'éco-citoyen, mais également au niveau des pouvoirs publics, au niveau des financements. Je pense que Nicolas Dufourcq en parlera certainement après moi. Il y a globalement une accélération extrêmement forte en faveur de toutes les solutions environnementales, et notamment la décarbonation. Et on peut dire aussi que l'accord de Paris, alors c'était 2015, hein, ça a tracé la voie. On parlait de neutralité carbone pour 2100. Bon. On voit les annonces aujourd'hui au niveau international dans des pays qui n'étaient pas forcément en pointe dans tout ce qui était carbone, décarbonation. La Chine annonce maintenant une neutralité carbone pour 2050 ou 2060, ça dépend des statistiques ou des annonces. Joe Biden a fait une annonce très marquée également aux États-Unis en parlant de neutralité carbone également. Le Japon. Alors on ne parle plus seulement maintenant des pays qui étaient souvent en pointe, comme les pays du nord de l'Europe, les pays nordiques, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, bien sûr la France. On parle d'autres pays qui sont de plus en plus maintenant concernés par le carbone. Alors, parmi les statistiques qui ont été évoquées tout à l'heure, alors j'ai pas tout à fait les mêmes, mais ça dépend évidemment, mais de toute façon les tendances sont à peu près les mêmes. La production du bâtiment, le bâtiment, pour moi ça représente entre 30 et 40% des émissions carbone à travers le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts tout à fait particuliers à mener à travers le bâtiment, la rénovation énergétique des bâtiments. Quand on parle de transition énergétique, elle est forcément liée à la transition environnementale. Moins vous consommez, moins vous émettez de carbone. Donc, on voit qu'il y a également des réglementations qui sont en place maintenant dans tous ces pays, et une accélération des transitions, des réglementations en faveur de ces transitions énergétiques pour réduire la consommation, bien évidemment. Et
dans ce milieu du bâtiment, je voulais insister également sur la partie HVAC, c'est-à-dire chauffage, ventilation, air conditionné. On estime que les émissions carbone de ce secteur d'activité, c'est près de 40%. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est très important. Ouais. Alors, pour moi, c'est une opportunité incroyable. Pourquoi? Parce qu'on parle d'innovation. Et la France, alors je suis un peu cocardier, cocorico, militant, engagé, puisque nous, on fabrique tout en France, dans mon groupe. Il y a des technologies extrêmement développées, de pointe, en France, grâce à des centres de recherche très développés, dans des solutions qui sont matures. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir répondre aux émissions carbone par des solutions technologiques existantes, françaises, exportables, par exemple les pompes à chaleur. Et on voit bien que des tendances aujourd'hui dans tous les pays, c'est de remplacer ce qui émet du carbone. Alors il y a des décisions très précises qui sont prises au niveau international, par exemple pour remplacer des chaudières fuel. Simplement un petit chiffre, si on remplaçait demain les chaudières fuel en Europe par des solutions bas carbone, comme les pompes à chaleur, c'est près de 20% de gains en émissions de carbone. Donc vous voyez que c'est finalement une opportunité extrêmement favorable pour l'industrie française, pour l'innovation et en faveur de la transition environnementale et donc de la décarbonation. On va aller voir ce qu'en pense Nicolas Dufourcq. Vous parlez d'innovation, mon cher Pascal, et donc de financement. Nicolas Dufourcq, comment se positionne la France par rapport à cette idée de décarboner nos industries, notamment et nos transports? Écoutez, je pense que d'abord la France s'honore d'avoir fait signer les accords de Paris, et puis elle a fait voter sa stratégie nationale bas carbone qui est extrêmement ambitieuse. Elle est très active au Parlement européen dans la préparation de mémoire 54 directives d'ici au 14 juillet qui vont devoir être implémentées et qui vont permettre d'accomplir la promesse européenne du Green Deal de Mme von der Leyen, qui est une réduction de 55% des émissions à échéance relativement brève. Donc la France est très courageuse en fait dans cette position. Il faut avoir conscience tout de même du fait que les conséquences de ces décisions sociales potentiellement sur un certain nombre de filières sont très importantes. Je pense en particulier à la filière automobile, avec la disparition de facto du moteur thermique pratiquement 2025-2027, c'est-à-dire demain matin. Vous imaginez le nombre de PME qu'il y a derrière. Et puis ensuite, pour l'ensemble des autres dispositifs de transition dont on vient de parler, il va de soi que pour une partie très importante de la société française, on va dire la classe moyenne et le bas de la classe moyenne, ça ne pourra pas se faire sans accompagnement financier. Et donc, j'ai envie de vous dire que la question du financement, elle dépasse très largement BPI France. BPI France finance les entrepreneurs très activement et on est sur un plan et un programme d'ailleurs bien avancé de transformation complète de BPI France en banque du climat des entrepreneurs français sur le territoire français, mais également des entrepreneurs français à l'étranger, tous ceux qui se projettent à l'export. Et j'en profite pour saluer évidemment Alain Bartejac et puis l'ensemble des conseillers du commerce extérieur qui sont là aujourd'hui. Et j'arrive moi-même à peine d'Abidjan, donc c'est des sujets qu'on a pu traiter hier dans un gros événement qu'on a fait, puisqu'on a fait, vous vous souvenez qu'on fait un BIG tous les ans à Paris, et ben on a fait un BIG Africa hier à Abidjan, où les questions climatiques ont été très largement évoquées. Donc nos financements, c'est des financements d'infrastructures de long terme, bien entendu, et ça représente une part de plus en plus importante de notre production annuelle de crédit. Cette année 2020, alors c'est une année très exceptionnelle parce que c'était le Covid, on a fait plus de 10 milliards d'euros de crédit à l'investissement. Et alors que c'était peut-être pas l'année où la question climatique était la priorité absolue de nos clients, on a quand même fait plus de 2 milliards d'euros de financement du photovoltaïque, de l'éolien, de la biomasse, de la méta, un peu partout en France. Alors le financement de l'innovation, bien sûr, c'est cœur d'identité de BPI France, même si ça représente, par rapport à l'ensemble des volumes que nous manipulons, une quinzaine de pourcents. Donc nous sommes très actifs là-dessus. Nous avons lancé un plan Green Tech qui consiste à financer des startups Green Tech d'une part, qui consiste aussi à encourager les chercheurs des laboratoires, des grands pôles scientifiques français, on en compte une quinzaine on va dire, à sauter le pas pour créer leur start-up. Et à ce moment-là, on les accompagne. Donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé dès le début de l'année 2019, qui s'appelle le plan Deep Tech de BPI France, qui nous amène à rentrer
dans le dur du changement culturel de la recherche française. Donc, on fait des tours de France chaque année à la rencontre des chercheurs et on leur dit faites donc des boîtes, quoi. Faites des boîtes, on vous accompagnera, n'ayez pas peur. On est maintenant très actifs dans les sociétés de transfert de technologie des universités. On a implanté des fonds d'amorçage dans toutes les universités. On crée des start-up studios dans les universités. Bref, on crée tout l'écosystème qui fait que normalement, dès lors que le changement culturel s'accomplit autour de l'entrepreneuriat, et ça devient possible avec la loi Pacte de Bruno Le Maire, où vous avez le statut du chercheur-entrepreneur, qui permet d'être à la fois chercheur et entrepreneur 50-50, et de gommer cette frontière très souvent ridicule entre public et privé. Et ça, c'est des avancées considérables. Donc notre objectif, c'est de mettre autant que possible 300 millions d'euros par an en equity dans les startups de la Green Tech française. Maintenant, on est réaliste, c'est-à-dire qu'on sait que l'essentiel des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dont on a besoin d'ici 2050, elles vont devoir être faites dans les 10 ans qui viennent. Et dans les 10 ans qui viennent, ce n'est pas avec les nouvelles technologies qu'on va les faire. Les nouvelles technologies, ça sera la cerise sur le gâteau pour 2030-2050. D'ici 2030, c'est avec des technologies éprouvées et des comportements qui changent. Et c'est là que c'est évidemment le plus difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie miraculeuse qui va tomber demain matin et qui va nous empêcher l'effort de changer de comportement ce soir. Voilà. Et donc, on en est très conscient. Alors, on a ensuite, je termine là-dessus pour vous dire qu'on est vraiment militant, au sens où on a conscience de nos responsabilités, puisqu'on a un portefeuille d'entreprises dans lesquelles vous trouvez les empreintes digitales de BPI France en fonds propres, qui est de l'ordre de 4500 entreprises. On en a 1000 en direct et 3500 au travers des fonds privés que nous finançons. Et donc, alors nous ne sommes jamais seuls, nous avons des co-investisseurs à chaque fois, donc des fonds d'investissement, que nous finançons d'ailleurs dans un grand nombre de cas, mais pas toujours. Et donc nous sommes au conseil d'administration de ces entreprises, directement ou indirectement. Donc, nous avons les moyens de pousser des messages très forts auprès des chefs d'entreprise, que le moment est venu de bouger. Par ailleurs, nous faisons du crédit à tous ces entrepreneurs, bien sûr. Et donc, de plus en plus, nous poussons des prestations de conseil. Alors, il faut que vous sachiez que BPI France, en fait, est devenue une grande entreprise de conseil. On a maintenant une structure qui est représentée au comité exécutif de BPI France et qui orchestre à peu près 400 consultants qu'on envoie dans les PME et qui travaillent aux côtés des chefs d'entreprise. Alors, pas seulement sur les questions climatiques, mais enfin beaucoup de plus en plus, avec des diagnostics, des missions de conseil sur la décarbonation, des missions sur la digitalisation qui vont de pair avec la décarbonation. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant très volumétrique. On a créé des écoles aussi, on a créé 60 écoles pour les chefs d'entreprise, des écoles qu'on appelle les accélérateurs, dans lesquelles de plus en plus la question climatique va être un des modules fondamentaux. Donc je pense qu'on est à peu près équipé, on a de quoi financer l'innovation, on a de quoi financer les infras, on a de quoi permettre aux entrepreneurs les plus ambitieux de l'être encore plus, et puis on a de quoi les conseiller. Alors maintenant, il faut comprendre que les entrepreneurs ont eux-mêmes... et notre ami d'entreprise bullaire le sait bien, tellement de choses à faire en même temps, tellement de choses à faire en même temps, entre 7h du matin et 11h du soir, qu'il faut les aider à faire rentrer la couverture dans la valise, en fait. Parce qu'il n'y a pas que le climat pour eux. Il y a aussi le digital, qui est fondamental. On est en train de basculer dans un monde totalement digital, et ceux qui ratent ce tournant vont mourir, littéralement. Et... il y a également des changements sociétaux qui conduisent à des changements managériaux dans leurs entreprises. Enfin, il y a 1000 choses à faire. Et donc, j'ai envie de dire, pour conclure ma petite intervention, que je le dis aux CCE qui sont là, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment besoin et ils méritent vraiment d'être accompagnés. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq. J'aimerais qu'on aille faire un tour du côté de East Capital, en la personne de Karine Hirn. Vous gérez des actifs et des financements et vous êtes spécialisée dans l'investissement responsable. C'est maintenant aux entreprises, Karine, d'agir avec des objectifs, peut-être pas forcément à long terme, à moyen terme. C'est ça? Comment ça se passe chez East Capital?
Déjà, bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Et vraiment, je voulais aussi saluer en fait le comité d'organisation du mondial de placer cette question du climat et de la décarbonation sur l'agenda parce que c'est effectivement essentiel et une question qui, pour nous, CCE, est principale. La question du climat et du commerce extérieur, on en reviendra sûrement aujourd'hui sur ce plateau, est vraiment très importante. Donc moi je vous appelle de Hong Kong, si vous vous demandez pourquoi c'est sombre chez moi, et il est tard, il est bientôt 11h, je en profite pour saluer tous les CCE d'Asie qui sont connectés, et il y a beaucoup de gens, en tout cas chez moi, ma famille est rivée sur les écrans à Paris, mais ça n'a rien à voir avec le mondial, c'est bien sûr. Et oui, voilà, Federer est en train de jouer, donc pour en revenir à notre question. East Capital, effectivement, c'est une société que j'ai cofondée en Suède il y a 23 ans maintenant, et nous sommes spécialisés sur les investissements sur les marchés financiers, c'est-à-dire on a des fonds d'investissement qui achètent des actions sur les marchés, sur les bourses du monde entier, avec une spécialisation sur les pays émergents et les marchés frontières. Et cette question de l'investissement responsable, elle a toujours été centrale pour nous depuis le début, parce qu'on investit dans des entreprises pour lesquelles souvent il y a beaucoup de changements à faire et à apporter sous justement l'influence des investisseurs et des actionnaires. Quand on est un investisseur comme chez nous à East Capital et on parle de la question du climat et de la décarbonation, il y a deux choses qui viennent directement en tête. La première, c'est bien sûr la croissance. On en a parlé déjà au niveau de certains secteurs, presque tous les secteurs, beaucoup d'opportunités de croissance, que ce soit parce qu'effectivement, il va falloir, on transforme des modèles industriels, des modèles de vie, des modèles de consommation. Et donc, pour les entreprises qui sont à même d'apporter des solutions et des technologies, c'est bien sûr des tendances de croissance qui sont accélérées. On parle aujourd'hui, par exemple, juste pour parler du secteur de l'automobile, les croissances de ventes électriques, de voitures électriques, qui d'ailleurs le premier trimestre 2021, très étonnamment, et une façon qui est très intéressante, les chiffres sont les plus élevés au niveau du nombre de ventes de voitures électriques, c'est en Europe, qui vient de prendre la place de la Chine. Ou si on parle par exemple aussi de l'hydrogène, qui est un sujet très très important au niveau bien sûr de l'énergie, on va avoir besoin de sommes phénoménales pour mettre en place donc en fait toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc la croissance est importante et bien sûr quand on est un investisseur, on veut trouver les entreprises qui investissent le plus. Les innovations, on en a déjà parlé. Récemment, il y a eu un rapport qui est sorti très très important de l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait que de toutes les on va pouvoir obtenir, on devrait pouvoir atteindre les objectifs, mais en l'occurrence, 50% des technologies dont on a besoin n'existent pas encore. Donc il faudra les trouver, il faudra les financer, il faudra les accompagner. Et donc cette énorme vague qu'on peut voir au niveau de la croissance, ce qui est intéressant aussi, et là j'en viens à cette notion de la responsabilité d'abord des entreprises, parce que si aujourd'hui vous avez 75% des gaz à effet de serre qui sont produits ou émis par des pays dont les gouvernements ont pris des objectifs et se sont engagés pour des décarbonations carbone, c'est 44 pays, c'est très bien, mais beaucoup d'objectifs sont à long terme. Il nous faut maintenant des objectifs à moyen terme et même à court terme. Et c'est les actions des entreprises. C'est plus les actions des gouvernements, c'est plus les actions des politiciens. Donc, nous, en tant qu'actionnaires dans beaucoup d'entreprises, notre travail, c'est de pousser les entreprises à adopter d'une façon très, très concrète des plans sur le climat. Donc, il y a une formidable force dans ce qu'on appelle l'activisme climatique. C'est l'activisme climatique des gens et aussi des entreprises, et des actionnaires et des investisseurs. Et ça, c'est d'autant plus important quand on travaille, comme c'est notre cas chez East Capital, on est un très gros investisseur en Russie. Le quatrième pays, le pays qui s'est classé numéro 4 en termes de quantité
d'émissions d'effets à gaz, greenhouse gas. Et nous avons un pays qui n'a pas d'ambition au niveau national. Et donc, c'est à nous, en tant qu'actionnaires, de pousser les entreprises. Et on fait ça dans le cadre de collaboration avec beaucoup d'autres investisseurs, notamment une initiative qui s'appelle Climate Action 100+, sur laquelle nous travaillons pour 3 ans. On est responsable pour des engagements pour 3 entreprises russes. Et si j'ai la possibilité d'évoquer un peu plus notre travail, je le ferai avec plaisir. Mais je vais vous redonner la parole au studio. Merci beaucoup, Karine. Vous avez évoqué, bien sûr, la responsabilité des entreprises. On a 2 entrepreneurs sur notre plateau. Messieurs, quelles sont vos responsabilités? Pascal Tanquetil, vous voulez réagir? Oui, je suis complètement d'accord. L'attractivité d'une entreprise, c'est quoi aujourd'hui? Il y a plusieurs critères, bien évidemment. Mais si on veut être attractif aujourd'hui, il faut parler environnement. Il faut pouvoir acter dans son propre fonctionnement des nouveaux paramètres qui nous permettront d'être visibles. Donc, en interne, nous, évidemment, on a des sites industriels. Donc, depuis toujours, on a travaillé sur la recyclabilité, l'éco-conception. Il y a maintenant des nouvelles lois qui se profilent, et tant mieux d'ailleurs, sur la réparabilité, sur la fin de vie des produits. Donc, on travaille de plus en plus sur le mode de production pour qu'il soit de plus en plus vert, écologique. Et puis, nos produits, on les introduit sur le marché. Donc là encore, on a un devoir d'émancipation auprès des filières. Alors, je parle notamment de la filière du bâtiment, qui est plutôt une filière traditionnaliste. La question de la formation. Alors, d'ailleurs, c'est assez représentatif aujourd'hui, on est à distance, on hybride aujourd'hui. Les webinars, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on pratiquait complètement il y a maintenant 18 mois. La filière du bâtiment a progressé d'une façon phénoménale en digital, en numérique, ce qui permet d'accélérer la diffusion de l'innovation, la diffusion de cette transition énergétique et environnementale pour que ceux qui doivent véhiculer les bons messages auprès de leurs clients, auprès du monde du bâtiment, soient également croyants. Il y a une question de croyance dans tout ça. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on peut être fier des solutions qu'on peut proposer? Alors, il y a des solutions qui existent depuis longtemps. Je reviens sur ce que disait Nicolas Dufour. Elles existent, mais elles n'étaient pas forcément tellement promues. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un cap qui est passé où il y a des envies, il y a une volonté forte, verte, vertueuse, citoyenne, de proposer ces solutions. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un terrain très favorable qu'il faut accompagner aussi bien en interne dans l'entreprise que vers les clients à l'extérieur. Ça veut dire donc, voilà, cette volonté, vous le disiez, de s'émanciper et puis aussi d'innover, d'être dans la recherche. Ce que vous faites beaucoup chez Muller, puisqu'il y a ce Creative Lab dans les Hauts-de-France d'ailleurs, avec le parc aussi. Oui, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'associer. Donc, on ne peut plus vivre seul, c'est s'associer, c'est partenarier. Et nous, on a développé à côté de nos sites de production, nos centres de recherche, qui innovent évidemment, des lieux physiques qui permettent de recevoir, d'associer d'autres partenaires, alors d'autres entreprises de taille intermédiaire comme nous, le monde politique, les régions, les universités, recevoir le monde du bâtiment, quel qu'il soit, pour leur donner confiance. Parce qu'on doit pouvoir exposer ce que nous faisons et puis s'associer pour pouvoir convaincre. Et donc ces lieux physiques permettent, alors cette dernière année, je vous avouerai qu'il n'y a pas eu beaucoup de réunions physiques, bien évidemment, on a donc digitalisé. Mais il est certain qu'aujourd'hui, c'est un peu la bonne parole, on doit, un peu comme les messies, transmettre la transition environnementale, le principe de décarbonation qui commence à être mieux capté par les professionnels du bâtiment, ce qui permettra évidemment d'atteindre les grands objectifs fixés aujourd'hui par les gouvernements, cette tendance. Et puis il y a un accompagnement qui est quand même positif au niveau de ces transitions, de ces réglementations. L'accompagnement fiscal, c'est non négligeable également pour pouvoir s'assurer que la diffusion de ces technologies à travers ces professionnels puisse se faire dans les meilleures conditions donc pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone.
Merci. Philippe Louis-Dreyfus, être responsable en tant qu'entreprise, trouver des solutions qui n'existent peut-être pas encore, comme on l'évoquait précédemment, mais en tout cas, il y en a des solutions dans le transport maritime. Il y en a des très simples, vous avez mis en place, ou en tout cas que vous préconisez, c'est-à-dire réduire la vitesse, bien sûr, de navigation, et puis d'autres qui vont voir le jour à moyen et long terme, j'imagine. On en est où dans votre secteur ? Pour parler des solutions, bien volontiers, néanmoins j'attache de l'importance à ce qui a été dit par Nicolas Dufour tout à l'heure. Vous pouvez rebondir, bien sûr. Bien sûr qu'il peut y avoir des solutions techniques, des innovations, et que rien ne remplacera jamais dans ce dossier de l'environnement et de la nuisance à l'environnement une vraie volonté de changement, à savoir des mentalités. Je vais revenir à votre question. On a le temps, il n'y a pas de problème. Je sais que moi, je me suis battu dans beaucoup d'années à la tête des armateurs mondiaux, européens puis mondiaux, pour essayer de faire bouger les mentalités. Je prends un exemple au niveau de l'Europe. Les plus gros armateurs européens et de ce fait aussi mondiaux, ce sont les Grecs. J'ai eu beaucoup de mal à les faire bouger. Pour eux, ils traînaient beaucoup les pieds sur ces sujets-là. Je l'aurais dit ouvertement, je peux le dire aujourd'hui. Il y a une mentalité qui change aujourd'hui au niveau des plus jeunes générations des armateurs grecs. Et ça va être très important. Donc ça, c'est un premier point. Pour répondre à votre question, on a parlé depuis quelques années de diverses solutions pour améliorer le coefficient environnemental des navires. Oui. Certaines complètement folkloriques. Enfin, on a parlé de scrubbers d'équiper les bateaux, c'est-à-dire des laveurs de fumée, c'est-à-dire en fait rejeter dans la mer ce qu'on piquait dans l'atmosphère. C'est ça. Je pense pas. Ça, vous êtes totalement opposé, et d'ailleurs certains l'ont fait et ça n'a pas marché. Dans l'ensemble, les gens ils sont opposés, sauf peut-être les armateurs qui ont fait ce mauvais choix. Ouais. Une autre idée qui est bonne mais pas totalement bonne, c'est le gaz. Le gaz est indéniablement une solution, le gaz naturel liquéfié. On commence à se rendre compte, et ça, je ne m'ai pas empêché de le dire longtemps, que le LNG, néanmoins, c'est du carbone. Et je crois que c'est ce qui était la solution miracle il y a 2 ans. Les gens se rendent compte que ce ne sera pas le cas. Il y a plein d'autres petites choses qui peuvent être envisagées. Indéniablement, l'hydrogène, à terme, ça, ce qui sera la meilleure solution. D'un autre côté, on parlait de court terme. Court terme, je crois que Karine le mentionnait tout à l'heure, on a besoin de mesures court terme. Comme vous le mentionnez, il y en a une qui est efficace. Tout de suite, maintenant, enfin, le jour où on l'applique, mondialement, puisqu'il ne s'agit pas de l'appliquer au niveau de l'Île-de-France, de la France, voire même de l'Europe, ça doit être mondial, c'est la réduction de vitesse des navires. C'est simple, c'est facile à comprendre, c'est efficace. Demain matin, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été appliqué. Il y a des grosses réticences dans le monde. Si je veux dire, un des rares qui m'est soutenu, c'est pas un des moindres, c'est Emmanuel Macron, il y a quelques temps maintenant. Il ne faudra pas que l'idée soit oubliée. C'est indéniablement une solution simple, facile, efficace. On le sait très bien pour nos voitures. Chaque jour, si on lève le pied, on consomme moins. Il y a un rapport géométrique des émissions à l'énergie consommée, bien connu par les ingénieurs, ce que je ne suis pas. Mais voilà, donc ça c'est pour répondre à votre question. Quant aux responsabilités d'entrepreneurs, les CSE sont tous des entrepreneurs. Je parlais de mes responsabilités institutionnelles. Il y a aussi celle à la tête des conseillers des CCE du groupe Environnement-Climat, mais celle aussi du groupe d'experts maritimes que je salue, qui travaillent avec moi, j'ai l'honneur de présider, qui sont très actifs en la matière également. Ma boîte, on a lancé des idées, les premiers à avoir des navires double coque alors que personne ne l'imposait à l'époque. On est les premiers à avoir des navires électriques dans la logistique éolienne du diesel électrique et on a été copiés bien sûr. C'est le risque ou l'avantage d'être les premiers, c'est qu'on est copiés. Donc on est très à cheval et très en pointe sur beaucoup de ces sujets au niveau de ma propre boîte, Louis-Dreyfus Armateur également. Alors, je voulais m'adresser à tous les CCE qui nous regardent. Ben justement, j'allais vous dire, réagissez, interagissez avec nous, posez-nous des questions. Et on a une question de Pauline Bertrand qui est en France. Pauline, elle nous a écrit et elle nous dit, en France, on décrit beaucoup le nucléaire, pourtant, on décrit, oui, beaucoup le nucléaire, pourtant, à ce stade, c'est l'énergie la plus propre. Alors, faut-il continuer d'investir dans le nucléaire, contrairement au modèle allemand? Qui a envie de répondre autour de cette table? Est-ce que le nucléaire est... Nicolas Dufour, Karine Hirn? Pas de problème. Nicolas, oui. Je vous en prie. Je ne vais pas couper la parole à Madame de Hong Kong. Mais le nucléaire est fondamental, absolument fondamental, et c'est un actif majeur de notre économie. Il faut bien mesurer la quantité de contraintes qui s'imposent à nous, hein, et tenter autant que possible d'éviter d'en rajouter.
Sortir du nucléaire pour la France, ce serait une gigantesque contrainte supplémentaire dont on n'a pas besoin. Voilà. Le nucléaire est une énergie décarbonée. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est chère. Elle est chère. Hein, et dans les technologies d'aujourd'hui, elle finit par ne plus être compétitive par rapport aux énergies alternatives. Mais c'est une énergie décarbonée. C'est un pourcentage considérable de la production française. Mais elle est chère à investir dès lors qu'on construit de nouvelles infrastructures, sachant que les infrastructures d'aujourd'hui sont très largement amorties et donc l'électricité française pour les industriels est peu chère. Au moins nous avons cet avantage, donc quand même pas mal de désavantages hein, par ailleurs. Donc nous ne coupons pas un bras inutile et d'ailleurs je crois que la Commission européenne, dans la taxonomie européenne, considérera le nucléaire comme une énergie de transition. Non pas de transition énergétique, mais acceptera le nucléaire comme une des étapes de la transition. Je n'ai pas sûr. Karine, Yann. Oui, alors effectivement, je vais juste te dire, c'est une très bonne question. Dans le secteur de l'investissement responsable, c'est un débat. Il y a effectivement des investisseurs qui refusent d'investir dans le nucléaire. Nous, ce n'est pas notre cas. Chez nous, on investit parce qu'on considère qu'effectivement, c'est un secteur, et je ne parle pas seulement donc, du nucléaire, mais en fait toute la chaîne de valeur du nucléaire qui est essentielle. Mais comme disait Nicolas, en fait, la question va se poser comment l'Europe voit ça. Et nous, dans le monde de la finance, il y a quelque chose de très important qui se passe cette année, qui est lié à la taxonomie verte de l'Europe, où il faut classifier les entreprises et les activités. Et pour l'instant, la question du nucléaire a été repoussée. Je crois qu'on devrait avoir plus de clarté sur la question avant la fin de l'année, mais ça a été repoussé. Donc c'est un sujet un petit peu sensible, effectivement. Eh bien voilà pour la réponse. Merci pour votre question. Qui veut répondre sur le plateau? Je veux simplement dire que, effectivement, c'est une très bonne question. Mais j'ai trouvé que la réponse de Nicolas Dufour qui était également une très bonne réponse. Et je partage tout à fait son point de vue. Oui, tout simplement. Eh bien voilà, merci. Pascal Torquetil. En effet, je partage ce que dit Philippe. Il n'y a que des bonnes réponses pour l'instant, donc c'est tant mieux. Parfait, c'est une bonne table ronde avec de bons élèves. Le nucléaire, c'est 7 à 8% de l'énergie électrique fournie dans le monde. C'est très peu finalement, quand on regarde ce que ça représente au niveau de la planète. Je rappelle quand même que la France a fait un choix d'indépendance énergétique qui a été le bon en 1973. C'était quand même la raison, ne pas dépendre des autres pays pour son énergie. Et on a fait donc développer l'énergie électrique. Aujourd'hui, on parle de décarbonation. Il est clair que l'énergie électrique nucléaire est totalement décarbonée. Donc ça fait partie du mix énergétique qu'on doit viser. On sait très bien que planter des éoliennes ou développer du photovoltaïque partout, ça ne pourra pas se substituer aux solutions du nucléaire. J'ajoute à cela qu'il y a des nouvelles générations de centrales nucléaires, dites EPR, qui se développent. Alors il y a eu entre-temps peut-être une perte de savoir-faire en France, notamment au niveau de l'ingénierie, mais on reprend tout cela en ce moment. Et la France, je pense, c'est un sujet d'indépendance, se doit de poursuivre, d'ailleurs je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, en a parlé et a fait le choix de poursuivre les investissements dans le nucléaire, c'était annoncé ces derniers temps, mais d'autres pays, comme la Chine notamment, investissent considérablement dans le nucléaire. Donc, alors qu'aujourd'hui, la plupart de son parc est au pétrole. C'est-à-dire que si on regarde les émissions carbone de la Chine... Pardon, charbon, merci. Charbon, merci. On se complète tous entre CCE, où que l'on soit, en Asie ou en Europe, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc, c'est du charbon. Et qu'est-ce qui émet beaucoup de carbone? C'est le charbon. Si ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, quand le vent souffle de l'Est, on voit que les émissions carbone sont importantes en France. Ouais. Bon. Donc, il y a quand même, je pense que globalement, le choix du nucléaire est incontournable. Bien voilà pour la réponse des intervenants à votre question. Oui. On peut dire, ôtez-moi le nucléaire que je ne saurais voir, ôtez-moi le charbon que je ne saurais voir. D'autre côté, pour le charbon, qui est une horreur, bien sûr, mais il y a des pays qui ne peuvent pas s'en passer, qui ne sont pas prêts de s'en passer, pour leur consommation interne comme pour leurs exportations. Je parle de l'Indonésie, de 160 millions de personnes, de l'Inde, de pays comme ça. Donc c'est un sujet, on peut faire des grandes déclarations très généreuses et générales. De l'autre côté, il y a la réalité. Merci beaucoup. Karine, vous souhaitiez réagir? Non, je voulais juste réagir parce que je trouve que c'était très pertinent.
la Chine est un des plus grands pays en termes de production de solutions pour les énergies renouvelables, mais le fait que leur mix énergétique soit effectivement toujours dominé par le charbon, c'est vraiment un énorme dilemme pour eux. Et d'une façon très concrète, je peux vous expliquer, par exemple, nous, on traite ces questions, on regarde les émissions carbone dans nos portefeuilles. On investit d'une façon assez importante dans des producteurs, par exemple, de photovoltaïque, etc., en Chine. Et leurs émissions, quand on regarde toute la chaîne de valeur, donc c'est ce qu'on appelle les je ne sais pas comment dire en français, les scope 3, scope 3, c'est pas bon du tout parce qu'en fait, ils ont besoin de charbon comme source d'énergie pour leur production. Donc la question est un petit peu compliquée. Après, je voulais juste parler, effectivement, je trouve que c'est très important quand surtout on parle ça s'appelle le mondial, on est des CCE, on travaille sur les questions de commerce extérieur. La question de la transition énergétique, c'est vraiment par définition, par nature, une question justement de commerce extérieur. Et toutes les solutions dont on aura besoin, les nouvelles technologies, etc., on ne va pas tous les trouver en France. En France, on a beaucoup d'idées, mais et en fait, quand on regarde notamment tout ce qui est les matières premières dont on a besoin pour toutes ces technologies, on les trouve justement dans beaucoup de pays émergents. Et sur lesquels sur des questions sur lesquelles ils ont aussi un petit peu besoin d'aide en termes d'investissement responsable. Donc pour nous, ça rajoute aussi, je dirais, une dimension particulière à cette question de la transition énergétique et de la transition juste aussi qui a été évoquée, parce que c'est pas seulement en France, mais aussi par exemple en Europe de l'Est où cette transition pour une Europe verte va être assez douloureuse dans certains cas. Oui, c'est ça. Vous êtes, je crois, aussi très, très implanté en Russie. Hein, c'est ça, vous avez une expertise sur la Russie. Oui, la Russie, ce qui est très intéressant, comme je citais, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est le 4e pays au monde. C'est un pays qui a ratifié l'accord de Paris, mais avec des ambitions qui sont très, très, très faibles, très minimes, parce qu'en fait, ils regardent ça par rapport au taux de 1990. Donc, en fait, ils pourraient augmenter leurs émissions carbone et ils atteindraient toujours leurs objectifs. Donc, c'est forcément pas du tout satisfaisant. Et en l'occurrence, les grandes entreprises, les grands producteurs de pétrole russes sont cotés en bourse. Et c'est quelque chose pour lequel on travaille beaucoup parce que si on n'est pas, nous, en tant qu'actionnaires, derrière pour les pousser, personne ne les pousse. Donc, la grande question pour nous dans les questions d'investissement responsable, c'est qu'il y a beaucoup de gérants d'actifs qui disent nous, on ne veut pas investir dans le pétrole, on va décarboner nos portefeuilles. Et alors que nous, la question qui nous semble très importante en tant qu'investisseur responsable, c'est de ce qu'on dit brown to green et pas seulement juste investir dans le vert. Donc, des dossiers très importants et je pense dont on va parler de plus en plus, encore une fois, pour tous ces secteurs et ces entreprises qui doivent se transformer. Merci Karine. Alors, oui, Nicolas Dufour, bien sûr. Sur ce qui a été dit à l'instant, je crois que c'est vraiment très important. Effectivement, il y a deux possibilités. On peut décider d'être immédiatement très bons élèves en vendant tout le portefeuille d'actifs qui est lui-même embarrassé par un historique, un legacy de consommation de carbone. BPI France, on ne peut pas faire ça et on ne veut pas faire ça. D'une certaine manière, on est un peu les codes de la République, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour simplement avoir d'excellents élèves qui sont au premier rang en ayant viré tous ceux qui sont au dernier rang. Donc on va garder dans notre portefeuille toutes les PME, et on va les accompagner. Notre rôle à nous, c'est d'aller les accompagner, d'aller les chercher au fond de la classe quand elles y sont encore, de leur donner les moyens de progresser pour que tout le monde soit au rendez-vous de 2050. Voilà. Donc ça aurait été facile pour moi de dire BPI France, formidable, en 2030 on est prêt, on sera carbone neutral, félicitez-nous. En fait, je fais l'inverse, je dis nous ne serons pas prêts en 2030, nous ne voulons pas être prêts en 2030 parce que ça supposerait qu'on soit devenu une banque punitive. Et on ne veut pas de ça. On veut au contraire rester au conseil d'administration de ces boîtes pour les entraîner, comprendre leurs contraintes, répondre à leurs besoins, parier sur l'intelligence des entrepreneurs, et reconnaître le temps qu'il leur faut, etc. etc. Merci beaucoup Nicolas Dufour. Bravo. Bien. Je dis bravo parce que ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul. Alors j'ai une question pour vous tous. C'est une question de Hugues. Hugues qui nous écrit depuis le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour mon cher Hugues, merci de nous regarder Nord-Pas-de-Calais.
Nord-Pas-de-Calais. Magnifique région, d'ailleurs je salue Hugues, bien évidemment. Mais oui. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ça vous parle, ça, Pascal Trois Tempétille? sites industriels là-bas. C'est ça. Et je le connais très bien, je le salue bien évidemment. C'est vrai? Vous connaissez ce CCE? Hugues, eh bien voilà, c'est peut-être un message pour vous. En tout cas, je vous le lis. Pouvez-vous préciser, nous demande Hugues, l'empreinte carbone du LNG versus le fuel? Sommes-nous sur les mêmes ordres de grandeur ou bien est-ce que le LNG est un peu moins gourmand en bilan carbone? Ça, c'est une chouette question. Qui a envie de répondre? Il est beaucoup moins gourmand. Beaucoup moins gourmand, dit Nicolas Dufour. Beaucoup moins gourmand. Ouais. D'autant plus que là, il se trouve qu'on est actionnaire, nous, de Technip Energy. Et donc, on suit de près ce qui se passe à Yamal et on suit de près ce qui se passe dans les nouvelles unités d'extraction de LNG au Qatar en particulier. Hein. Et de toute façon, le LNG extrait est de plus en plus extrait de manière autant que possible décarbonée. C'est-à-dire que l'énergie qu'il faut utiliser pour l'extraire est elle-même immédiatement compensée. Par ailleurs, les techniques qui permettent de transporter le LNG sont les mêmes que celles qui permettent de transporter l'ammoniac. Et donc, en fait, les grands opérateurs de LNG, très progressivement, vont devenir des méga producteurs d'ammoniac qui permettra de faire de l'hydrogène à l'arrivée. Hein. Et donc, il faut voir que les grands acteurs du LNG, par exemple, je prends peut-être une entreprise au capital de laquelle vous êtes, hein, qui est Novatek. Novatek va de plus en plus aller sur de l'ammoniac et de la transformation d'ammoniac en hydrogène à l'arrivée. Hein, voilà. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec le fuel. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que le LNG a été reconnu par pratiquement tout le monde, le GIEC, la quasi-totalité des agences, comme un maillon transitoire, mais un maillon important du chemin vers la décarbonation de l'économie mondiale. Merci beaucoup, Nicolas. Vous souhaitiez réagir sur cette question de la gourmandise de ce carburant? Indéniablement moins gourmand que le fioul lourd, qui est vraiment une saloperie sans nom. C'est vraiment le fond de la cuve. C'est des choses très, très, très désagréables à voir exister dans notre monde. Le LNG, c'est indéniablement mieux. Ça reste carboné, même si ça va être de moins en moins, comme ça vient d'être dit. Un de ses avantages, par contre, c'est qu'il ne produit pas d'autres substances, type soufre et autres produits qui sont quand même pas tellement sympathiques non plus. Alors, j'aimerais qu'on revienne à vos entreprises encore un petit peu. Hein. On parlait de... Bon, là, vous êtes un spécialiste de... Comment on peut appeler ça? Je ne vais pas dire du chauffage, parce que c'est de la question thermique, si je puis dire, c'est ça? C'est ça, la question thermique, la question du développement durable, de l'efficacité énergétique du bâtiment, avec plein de thématiques aujourd'hui liées à l'innovation, par exemple le stockage d'énergie, par exemple les objets connectés, par exemple la thermodynamique. Donc des solutions qui vont en plein dans les axes aujourd'hui portés par notre gouvernement français, mais également par l'Europe et par de plus en plus de pays à l'international. Ce qui veut dire des opportunités très importantes de développement dans ces perspectives vertes, environnementales et d'efficacité énergétique. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisqu'il y a une magnifique initiative lancée par le président Macron qui aura lieu début juillet, qui s'appelle la Grande Exposition du fabriqué en France, parce que ça aussi, on le revendique beaucoup. Citoyenneté, protection de l'emploi en France. Et donc, on a été retenu pour la 2e année consécutive pour exposer quoi? Le produit de l'avenir. C'est-à-dire une pompe à chaleur, magnifique, à haut rendement, mais surtout avec un bilan carbone extrêmement bas également, puisque ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans tous ces produits, il y a d'autres choses qui peuvent émaner, qui peuvent polluer en termes de gaz à effet de serre, notamment ce qu'on appelle les gaz HFC. Alors oui, rappelez-nous ce que sont les gaz HFC. C'est 1000 fois plus polluant que le carbone. C'est ça. Donc on en parle insuffisamment. Là encore, c'est une opportunité magnifique liée à l'innovation. Nous avons développé des solutions avec des gaz maintenant non HFC, portés maintenant également par les réglementations européennes. Je pense que ça ne va pas assez vite. Là encore, c'est un petit message auprès des institutions européennes et pas que, mais également pour légiférer et accentuer encore l'apprentissage de ceux qui porteront ces solutions, les installeront pour limiter évidemment les émissions de gaz à HFC et également les émissions carbone. Donc là encore, un point de vue environnemental très fort. Il y a des critères maintenant qui commencent à ressortir dans la politique RSE des entreprises, si on parle de bâtiments bien évidemment,
ce sont des critères qui sont de plus en plus identifiés et qui seront donc favorables, je pense, à l'émancipation de ces solutions de rupture et donc à l'innovation et à l'emploi qu'on veut évidemment préserver dans nos territoires. Vous avez, le groupe Muller a travaillé justement sur cette idée de stockage de batteries, c'est ça? Moi, ça m'intéresse. Comment on stocke? On se rapproche pas de la filière agricole par hasard? On va pas chercher des idées ailleurs? Parce qu'en France, on a des idées. Il y a plein de choses intéressantes dans le groupe Muller. Donc oui, on a été reçu également à l'Élysée pour le concours mondial de l'innovation. On a développé des matériaux, dans la science des matériaux, pour stocker l'énergie électrique sous forme de chaleur, en lien avec des partenaires agricoles, avec des matériaux biosourcés. Comme vous le savez, dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup d'agriculture. Donc là encore, on associe les solutions liées au développement des énergies renouvelables pour stocker cette énergie quand il n'y a plus de soleil ou quand il n'y a plus de vent. Là encore, le stockage d'énergie avec ce qu'on appelle l'autoconsommation, l'autoproduction se développe. Là encore, ces sources de solutions technologiques qui vont permettre de limiter l'effet carbone. Philippe Louis Dreyfus, vous vouliez vous exprimer? Je crois. C'est un sujet un peu différent, mais on parlait d'entreprise et rappelez une chose, le transport maritime, dont je suis censé parler aujourd'hui, c'est un mode de transport donc, que je trouve relativement performant, mais qui est très peu payé. On n'a peut-être pas l'impression aujourd'hui, parce que les frais ont beaucoup monté, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, mais c'est 3 centimes sur un paquet de café, c'est 2-3 euros sur un téléviseur ou un ordinateur. Donc dans le prix final, pour le consommateur, ça représente vraiment très peu de choses. C'est un appel aux clients, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des clients, aux clients du transport en général, et du maritime en particulier, pour qu'ils acceptent d'avoir une approche véritablement RES, c'est-à-dire pas simplement dans les déclarations des rapports de fin d'année, mais également qui ne laissent pas la libre décision des acheteurs très intelligents, très bien formés, mais qui ne connaissent en fin de compte que le prix et que pour quelques centimes vont s'engager sur des solutions qui ne seront pas exemplaires sur le plan environnemental et peut-être même pas exemplaires sur le plan technologique et encore moins peut-être sur le plan social. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bien, merci beaucoup. Nous allons conclure cet échange. Je crois que Nicolas Dufourcq doit nous quitter. Il a un autre rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps. Bonne continuation. On vous dit à très très bientôt. Puis je voudrais remercier aussi Karine Hirn depuis Hong Kong. Merci Karine pour votre vision des choses sur cette table ronde, sur la décarbonation. Excusez-moi, est-ce qu'il était possible d'abord, est-ce qu'on peut encore avoir juste une minute comme Bien sûr. elle est partie? Vous pouvez voilà, je voulais juste parce que voilà, parce qu'on avait commencé un peu plus tard aussi. Non, je voulais juste en profiter pour reparler du fait que, encore une fois, pour les conseils du commerce extérieur de la France, et c'est le mondial des CCE, ce sont des questions qui sont très 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 importante. Et je voulais aussi signaler, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, qu'il y a un groupe climat qui s'est formé il y a en fait suite au mondial de Deauville, qui fait un travail, qui fait un très bon travail. J'en fais partie, c'est peut-être un peu, c'est pas très modeste de dire ça, mais c'est un groupe intéressant parce que pour moi c'est vraiment, c'est exactement ce qu'on veut voir chez les CCE. C'est un groupe qui est transversal, qui est transfrontalier, multi-expertise. On travaille sur les questions spécifiques des filières sur lesquelles la France a vraiment des atouts. On peut être fier du fait que la France, notamment avec la Suède, donc je suis très fière aussi parce que je suis presque suédoise, est un des pays au PIB les moins carbonés au monde. Et c'est un véritable atout quand on pense à toutes les questions dont on a débattu ce soir. Et donc ce groupe climat travaille sur des dossiers comme ça, notamment par rapport à l'attractivité de la France, par rapport aussi aux indicateurs de performance climatique pour le commerce international. Et voilà, donc je voulais juste faire un petit rappel sur cette question parce que c'était pour moi très important. Karine, je me suis permis de le mentionner tout à l'heure, comme j'ai mentionné les experts du groupe des experts maritimes des CCE. Merci beaucoup. Je l'ai entendu, mais je n'étais pas sûre que tout le monde l'ait entendu. Si, nous l'avons entendu. Merci beaucoup, Karine Hirn. Je vous souhaite une bonne nuit à Hong Kong. Et merci d'avoir veillé aussi tard en notre compagnie. Merci à vous, Pascal Turquetil. C'est un vrai plaisir d'échanger sur votre vision de cette décarbonation, notamment du bâtiment que vous connaissez bien. Un petit mot de la fin? Plaisir partagé. Merci encore pour l'invitation. Une note qui est liée finalement à tous les CCE, tous les entrepreneurs CCE à travers le monde. On est tous avec beaucoup d'ambition. On est entrepreneurs.
on choisit l'accélération liée à cette prise de conscience de la décarbonation. Et je pense surtout on partage un optimisme fort. Cette transmission de l'optimisme, c'est ce qui nous fait nous motiver tous les matins. Et je crois que c'est ce qui est très très fort en termes de valeur dans notre communauté. Donc rejoignez-nous. Et encore je salue avec ferveur tous mes amis CCE à travers le monde. Et pas que dans les Hauts-de-France, on est bien d'accord, hein. Hauts-de-France et à travers le monde, bien évidemment. C'est bien entendu. Merci beaucoup, Pascal Turquet-Il. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et tout le mot de la pareil, fin, puisque le Philippe président est Dreyfus. devant nous, c'est vraiment un outil exceptionnel qu'a la France. Ouais. C'est un des rares pays, sinon le seul au monde, à avoir un outil pour qu'il soit apprécié encore mieux qu'il ne l'est, entre autres par les pouvoirs publics, c'est encore mieux. Merci, le message est passé. Merci à vous tous pour cette table ronde. C'est bientôt la fin de notre mondial de la responsabilité. Mais avant cela, on aimerait évoquer encore quelques talents. Restez avec nous. Ben oui, les CCE ont du talent, on vous le prouve là depuis 2 jours hein, avec notre e-mondial CCE 2021 et avec tous ces sujets que nous abordons. Mais là, c'est vous que nous allons mettre à l'honneur, votre entreprise. Vous nous avez envoyé une vidéo pour nous présenter vos réalisations. Eh bien, nous en avons profité, nous avons réagi positivement. Et tout de suite, je vous propose de découvrir l'entreprise de Jean-Pierre Heim, de la société Jean-Pierre Heim, architecte. Regardez. Je suis Jean-Pierre M, je suis architecte et CCE en Amérique du Nord. J'exerce entre Paris, New York, Shanghai et Athènes. La Terre exerce son pouvoir magique. Il faut la conserver. Il faut s'harmoniser avec le paysage, s'intégrer au climat, à la culture, à la géographie, à la géologie. Regardez le ciel, la mer, la terre. L'harmonie de cette terre est indispensable pour notre comportement. Il faut l'utiliser et aussi l'associer à tout ce qui peut être économie d'énergie. La lumière, le paysage, les essences botaniques, ainsi que le vent et l'air. L'architecture est quelque chose de fondamental au point de vue histoire. Il faut conserver l'histoire et créer l'histoire. Ici au Caire, un houseboat domine le Nil et sous les gratte-ciel de Shanghai, l'histoire du nouveau Yacht Club est née il y a quelques années. Maintenant, les shopping centers doivent être durables. Ils doivent être aussi humanisés et végétalisés. Créer quelque chose qui se rapproche de l'humain avec la lumière et notre terre. Adoucir les formes est quelque chose d'indispensable dans mes constructions. Être architecte n'est pas seulement un acte gratuit de dessin et de création, c'est aussi respecter la nature et les hommes. Respecter la nature et les hommes, c'est aussi une valeur de nos entreprises et de nos entreprises françaises. Merci beaucoup Jean-Pierre Heim et non pas Heim, excusez-moi, c'est mon allemand deuxième langue, donc je rectifie bien évidemment. Voilà, encore un talent que nous avons découvert dans ce e-mondial CCE 2021. Vous l'avez remarqué, je suis avec votre président Alain Bentejac, qui a assisté bien sûr à toutes ces tables rondes, ces échanges, et qui va bien sûr nous donner le mot de la fin, la conclusion. Quant à moi, je vous retrouve demain, dès 15h30, pardon, on va prendre un petit peu heure de Paris. Heure de Paris, tout à fait, pour démarrer notre mondial, cette fois-ci sur les échanges. On vous promet des débats passionnants. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de journée. Et je laisse la parole à Alain Bentejac, président des CCE. Merci. Merci beaucoup Frédéric, et merci pour la qualité de l'animation de ces 2 sessions qui ont été, je crois, passionnantes. Je remercie tous les intervenants. C'était absolument passionnant. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt.
Juste un mot pour dire que toutes ces perspectives, enfin finalement le thème c'était la responsabilité, on s'est essentiellement centré sur la responsabilité en matière de protection de l'environnement, de changement climatique, c'est ça l'essentiel, et les perspectives ont bien été tracées, je crois, par l'intervention de Ramez Nam, qui a d'ailleurs, je trouve été intéressant avec cette perspective historique, de voir un petit peu, qui permet de bien mesurer la rapidité des évolutions dans tous les domaines, qui est assez spectaculaire. Et ce qui est intéressant de voir aussi, m'a-t-il semblé, c'est que tout le monde était finalement assez bien aligné, comme on dit, sur cet objectif, à commencer par des autorités, puisque nous avons commencé la journée par une intervention de Bruno Le Maire, et qui a beaucoup insisté sur, d'une part, le volet vert du plan de relance qui a été décidé par le gouvernement en fin d'année dernière, et également sur le thème de la décarbonation en général, notamment pour les crédits export. On a vu aussi d'ailleurs l'engagement du monde financier sur ce domaine avec Nicolas Dufour, l'engagement de BPI France pour essayer de faciliter la transition énergétique pour tous les entrepreneurs. C'était le cas aussi avec Arinir, du point de vue du monde financier, du private equity, disons. Et puis on a vu surtout, je crois, tout au long de l'après-midi, enfin l'après-midi à Paris, l'engagement des entreprises, que ce soit tout à l'heure avec effectivement Peugeot, avec InVivo, avec évidemment Leclerc, ou maintenant avec Louis Dreyfus Armateur, avec Muller. Et je crois que cela montre effectivement que les entreprises françaises sont pleinement impliquées là-dedans. Alors, comme ça a été dit à plusieurs reprises, il faut y aller, il faut faire preuve d'innovation, il faut faire preuve d'audace, il faut aussi que les transitions soient ménagées pour que tout le monde puisse s'adapter à tout cela. Mais je pense quand même que nous avons, nous entrepreneurs français, nous conseillers du commerce extérieur, finalement un message positif à passer à l'international sur ce que nous faisons dans ce domaine-là. Et ça peut être, je pense aussi, un argument de développement extrêmement important pour nos entreprises. Argument de développement à l'international, et donc nous sommes un petit peu en transition directe avec le thème qui sera celui de la journée de demain que Frédéric vous a annoncé à 15h30. Ce sera sur le thème de l'échange international. Nous serons au cœur de notre sujet. Et vraiment, je vous engage tous à être là derrière vos écrans, car il y aura vraiment des intervenants de très haut niveau. Vous le savez, nous aurons une introduction par Franck Riester, notre ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité. Nous aurons une intervention de Michel Barnier. Et nous aurons aussi un message spécial du président de la République lui-même. Donc, je vous engage tous à être devant vos écrans demain. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci.